C'est l'une des marques les plus connues au monde. Pourtant, derrière la couronne dorée se cache une culture du mystère, des secrets et de l'opacité. Rolex ne publie aucun chiffre officiel et ne parle jamais à la presse. Tout ce que l'on sait, c'est qu'avec 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, Rolex s'accapare à elle seule un tiers du marché de l'horlogerie de luxe suisse. Alors comment un orphelin allemand démuni a-t-il donné vie au symbole international de la réussite personnelle? Et aussi, pourquoi les Rolex coûtent-elles aussi cher? Laissez-moi vous conter l'histoire d'insolence de Rolex. Tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Pour la suite de cette vidéo, je vais partager le micro avec mon équipe qui m'aide sur les recherches, sur l'écriture, sur l'illustration de cette histoire qui est incroyable. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Rolex domine l'industrie de l'horlogerie suisse. Mais son fondateur, Hans Wilsdorf, lui, n'est même pas suisse. Il est bavarois. La vie de Hans débute sous le signe du malheur. Sa mère décède alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson. Puis c'est au tour de son père de décéder alors que le petit Hans n'a que 12 ans. Orphelin, il est confié à ses oncles qui l'envoient en pension à Cobourg, en Bavière, puis en Suisse. Là-bas, Hans se jette corps et âme dans les études pour oublier son chagrin. Il excelle en mathématiques et en langue et se forge une discipline rigoureuse qui lui sera très utile pour le reste de sa vie. À 19 ans, il décroche un poste chez Kuno Korten, un exportateur de montres installé à La Chaux-de-Fonds, une des villes berceaux de l'horlogerie suisse. Il y découvre et se passionne pour l'univers fascinant de la mesure du temps. Mais ses tâches sont ingrates. Chaque jour, il doit remonter à la main des centaines de montres et s'assurer qu'elles donnent bien l'heure exacte. Mais c'est aussi comme ça qu'il va développer l'obsession de la montre parfaite. Avance rapide, on est en 1903, Hans obtient un meilleur poste et s'installe à Londres. Cette fois, il est directement chargé de la vente des montres suisses. En interagissant avec les clients, il apprend pourquoi certaines montres coûtent plus cher que d'autres. Il comprend alors l'importance capitale du marketing dans l'horlogerie. Nouvelle avance rapide, nous sommes en 1905, Hans a 24 ans et il veut maintenant sa part du gâteau. Avec ses économies et l'investissement de son beau-frère Alfred Davis, Hans fonde la compagnie Wilsdorf et Davis pour produire des montres suisses et les vendre en Grande-Bretagne. Au début du XXe siècle, la montre de poche domine encore. Elle est jugée plus noble, plus virile. La montre bracelet, elle, est reléguée aux poignets des femmes. Elles sont considérées moins précises car plus petites, plus délicates, donc faciles à casser. Mais fort de son expérience, Hans développe une opinion à contre-courant. Mon opinion personnelle est que les montres de poche disparaîtront presque complètement et que les montres bracelet les remplaceront définitivement. Je ne me trompe pas dans cette opinion et vous verrez que j'ai raison. Hans est convaincu que les montres bracelets sont plus élégantes et plus pratiques. Pour lui, il suffit de rehausser la qualité afin que l'adoption soit au rendez-vous. Pour produire ces montres, il se tourne vers les seuls horlogers capables de produire la précision et la qualité qu'il recherche, les Suisses. Mais bon, Hans le sait, la qualité du produit, ça ne fait pas tout. La puissance de la marque est tout aussi importante. Alors, en 1908, Hans Wilsdorf dépose le nom Rolex. Plusieurs théories spéculent sur le sens du nom. Certains disent par exemple que Rolex évoque le son d'une montre que l'on remonte. Mais en réalité, Hans, fort de ses connaissances en langues étrangères, combinait des lettres aléatoires de l'alphabet pour créer des centaines de noms. Mais aucun d'eux ne semblait tout à fait juste. Puis, Hans raconte qu'alors qu'il se rendait au travail un jour, un génie lui a chuchoté à l'oreille le nom Rolex. Il le confessera lui-même, « J'ai choisi le nom Rolex parce qu'il est court, facile à prononcer dans toutes les langues et qu'il sonne bien sur un cadran. » Rolex vient de naître. Dès 1910, la marque obtient le premier certificat suisse de chronométrie pour une montre bracelet. 4 ans plus tard, l'Observatoire de Kew en Grande-Bretagne attribue à Rolex la note Class A, jusque-là réservée au chronomètre de marine. Nous sommes en 1914, Wilsdorf est en train de gagner son pari. Prouver qu'une montre de poignet peut être aussi fiable qu'un instrument de navigation. Mais c'était bien sûr sans compter sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les origines allemandes d'Hans et son accent ont rendu sa clientèle méfiante. Non seulement cela, mais le gouvernement britannique a imposé un droit d'importation de guerre de 33% sur tous les produits de luxe. L'année suivante, Wilsdorf doit se résoudre à quitter Londres. Et en 1919, la décision est prise, l'entreprise Rolex est transférée à Genève.
Alors que de nombreuses entreprises horlogères ont fait faillite pendant la guerre, Rolex, elle, a réussi à devenir un favori des militaires grâce à la praticité et la fiabilité de ses montres bracelets. Avec le retour de la paix, Rolex met les bouchées doubles pour innover et se démarquer de ses concurrents. En 1926, elle frappe un grand coup. Rolex présente au monde l'Oyster, la première montre bracelet véritablement étanche. Le secret, un boîtier hermétiquement vissé et une couronne à double joint. Mais les sceptiques sont nombreux. À l'époque, les montres se détérioraient rapidement à cause de l'incrustation de poussière et d'eau dans les mécanismes. Alors comment convaincre au grand public que cette montre peut véritablement résister à l'eau? Hans Wilsdorf avait compris avec des décennies d'avance la valeur du placement de produits. Alors, quand il entend parler d'une femme qui veut traverser la Manche à la nage, il n'hésite pas une seule seconde. Le 21 octobre 1927, Hans convainc la nageuse britannique Mercedes Gleitze de porter une Oyster. 10 heures dans l'eau glacée et la montre ressort parfaitement fonctionnelle. Le bec des sceptiques est cloué. Ce clou, Rolex va d'ailleurs l'enfoncer en achetant la une du Daily Mail pour raconter l'exploit. Des millions de lecteurs découvrent alors la robustesse de l'Oyster. L'image de la marque est directement associée à la performance, au dépassement de soi. Dans les vitrines, Wilsdorf fait même exposer ses montres dans des aquariums avec de vrais poissons qui nagent autour de la montre. La même année, Hans Wilsdorf lance une autre initiative visionnaire. Il fonde une seconde marque baptisée Tudor. L'idée est audacieuse, créer une montre de qualité suisse, mais plus abordable, tout en ne compromettant pas l'image de prestige de Rolex. Tudor partage certaines composantes et design avec Rolex, mais utilise des mouvements moins coûteux. Cela permet à Wilsdorf de proposer des modèles plus robustes à un public plus large, sans diluer l'aura d'exclusivité de Rolex. Au fil des décennies, les innovations se succèdent, et celles-ci ne sont jamais anodines. Car à l'origine, Rolex ne faisait pas rêver les collectionneurs. C'était une tool watch, une montre utilitaire pensée pour les professionnels, les plongeurs, les aviateurs, les scientifiques ou encore les explorateurs. En 1931, Rolex présente un rotor perpétuel qui permet de remonter la montre automatiquement par le simple mouvement du poignet. Une innovation qui jusqu'ici avait été considérée comme impossible. En 1933, c'est le premier vol vers l'Everest qui est effectué par un équipage qui arbore une Rolex Oyster au poignet. En 1945, pour le 40e anniversaire de la marque, Rolex dévoile la Datejust, la première montre automatique au monde qui n'affiche pas seulement l'heure, mais aussi la date. En 1953, 2 nouveaux modèles vont marquer les esprits. La Submariner devient la référence sous-marine. La Sub est étanche, à 100 mètres, et dispose d'une lunette rotative qui mesure les temps d'immersion. Développée en collaboration avec le fameux Jean-Yves Cousteau, elle équipe les professionnels de la plongée et sera portée à l'écran par James Bond. La même année, un prototype de Rolex accompagne Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay dans leur conquête de l'Everest. Cet exploit mythique donne naissance à l'Explorer, une montre sobre et robuste pensée pour résister aux conditions extrêmes. La montre devient un symbole international d'aventure et de dépassement de soi. En 1954, Rolex lance la GMT Master, une montre développée à la demande de la Pan Am, la mythique compagnie aérienne américaine. Grâce à son cadran unique, elle accompagne les pilotes sur les premiers vols transcontinentaux en leur permettant de lire l'heure sur plusieurs fuseaux horaires. En 1963, Rolex lance la Daytona, une montre destinée aux pilotes de course automobile. Cette montre deviendra mythique grâce à la star du grand écran et icône d'Hollywood, Paul Newman. En 2017, sa Daytona personnelle sera revendue aux enchères pour près de 18 millions de dollars, un record absolu pour l'époque. La Sea Dweller et la Milgauss suivront, créées pour les scientifiques exposés au champ magnétique. Rolex semble inarrêtable, mais au début des années 70, l'industrie horlogère traverse une crise sans précédent. C'est la révolution du quartz. Des marques japonaises comme Seiko proposent des montres électroniques très bon marché, précises et fiables. Entre 1970 et 88, l'emploi dans le secteur en Suisse chute de 90 000 à 28 000 personnes. Mais Rolex résiste grâce à son positionnement unique. Plutôt que de céder à la mode du quartz, elle fait le pari de la mécanique haut de gamme, de l'objet intemporel, de l'excellence artisanale. Un choix risqué, mais qui va payer. Quand beaucoup de marques disparaissent ou sont rachetées, Rolex reste debout. En 2008, Rolex franchit une nouvelle frontière avec la Deep Sea, une montre taillée pour les abysses. Étanche jusqu'à 3900 mètres, elle s'adresse aux plongeurs professionnels engagés dans des explorations les plus extrêmes. Mais la marque ne s'arrête pas là. En 2012, le réalisateur James Cameron collabore avec Rolex pour son expédition dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan. Accrochée au bras articulé du submersible Deep Sea Challenger, une Rolex expérimentale, la Deep Sea Challenge descend à 10 908 mètres de profondeur. La montre sortira intacte de l'opération. C'est encore une fois la rencontre d'une prouesse d'ingénierie avec un geste de communication exceptionnel.
Vous l'avez compris, à ce stade de l'histoire, Hans Wilsdorf est décédé. Hans avait beau être maître des montres, il n'était pas maître du temps. Pour cette raison, dès 1945, il avait créé la fondation Hans Wilsdorf. Cette fondation possède l'intégralité du capital de Rolex. Ainsi, le géant n'appartient à aucun actionnaire privé. Les bénéfices servent donc à financer l'innovation, la formation des horlogers, mais aussi des œuvres caritatives. Cette structure garantit à Rolex une indépendance unique dans l'industrie du luxe. Elle permet des décisions de long terme, loin des pressions du profit trimestriel. Cette vision long terme, c'est ce que j'essaye de vous transmettre depuis le début de cette chaîne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé l'assurance vie Finari Life. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Cette structure de fondation, elle permet aussi à Rolex d'être hautement secrète. Elle n'a aucune obligation de divulguer publiquement ses activités financières. Cette culture du secret, c'est le cœur d'activité de Rolex. Alors que c'est une des marques les plus connues du monde, on ne sait que très peu sur ses affaires internes. Comment l'entreprise est gérée? Qui la gère exactement? Combien de profits génère l'entreprise? Que fait-elle exactement avec cet argent? Toutes ces questions n'auront probablement jamais de réponse. Les employés de Rolex signent tous des accords de non-divulgation stricts. Il est même rapporté qu'aucune photo n'est autorisée à l'intérieur du bâtiment Rolex. Ce bâtiment qui est d'ailleurs connu pour avoir 5 étages visibles de tous et 6 cachés à la vue du public. Cette stratégie, elle porte ses fruits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, Rolex a atteint un chiffre d'affaires estimé à 11,2 milliards d'euros, selon la banque Morgan Stanley. La marque domine outrageusement le marché de l'horlogerie de luxe suisse, avec une part de marché de 32%. Loin devant Cartier et ses 3,4 milliards d'euros, et encore plus loin qu'Omega et ses 2,5 milliards d'euros. Avec un prix de vente moyen de plus de 14 000 euros, les marges de Rolex rivalisent avec celles des plus grandes entreprises du luxe. C'est grâce à ces marges que l'entreprise a pu se développer sans jamais avoir eu recours à la bourse. Aujourd'hui encore, Rolex limite volontairement sa production. Entre 2019 et 2024, elle a fabriqué et vendu en moyenne 1,2 million de montres par an. Un chiffre très important par rapport à des marques comme Patek Philippe ou Audemars Piguet, mais qui reste infime comparé à la demande mondiale. Résultat, les listes d'attente s'allongent. Il faut attendre longtemps, parfois très longtemps, 3 ans, 4 ans, voire plus, pour pouvoir s'acheter une Rolex. Pour cette raison, certains modèles comme la Submariner ou la Daytona s'arrachent sur le marché secondaire à 2 ou 3 fois leur prix catalogue. Cette spéculation, elle nourrit le mythe. Et ce mythe, il nourrit la demande. Un cercle vertueux parfaitement orchestré par Rolex. Pour garantir la qualité exceptionnelle de ses montres, Rolex impose un contrôle total sur l'ensemble de sa chaîne de fabrication. La marque possède des participations au capital de tous ses sous-traitants, depuis la production des cadrans jusqu'à celle des bracelets. Depuis le début de son histoire, elle est restée fidèle au même fournisseur qui fabrique les mouvements et assemble les montres, la manufacture Eigler. En 2004, elle a même racheté son sous-traitant historique afin d'intégrer encore davantage sa chaîne de production. Le groupe dispose également d'un centre de recherche et de développement à Plan-les-Ouates qui emploie 1800 personnes. En 2024, la marque a annoncé la construction d'une nouvelle manufacture à Bulle qui emploiera plus de 2000 personnes. Montant de l'investissement, plus d'1 milliard de francs suisses. En revanche, Rolex a longtemps refusé d'ouvrir ses propres boutiques. Elle confiait la distribution à un réseau ultra sélectif de détaillants agréés. Ces derniers doivent répondre à des critères très stricts, formation des vendeurs, agencement des boutiques, respect de la politique tarifaire. Mais en contrepartie, ils bénéficient d'un flux régulier de clients et de montres souvent contingentées. Mais les choses évoluent récemment. En 2023, Rolex rachète Bucherer, le géant de la distribution horlogère. Cette acquisition stratégique permet à la marque de sécuriser son canal de vente, d'avoir une meilleure maîtrise de l'expérience client, mais aussi d'optimiser ses marges. On ne sait pas exactement combien d'argent Rolex débourse pour la conception d'une montre, mais ce qui est sûr, c'est que le prix de fabrication est bien plus bas que ce que la marque laisse à croire.
Selon certaines rumeurs, le coût moyen de production d'une montre tournerait autour des 700 $. Cette même montre sera revendue en moyenne 14 000 $ et des modèles peuvent s'échanger à plusieurs millions. Du coup, on est en droit de se demander pourquoi les Rolex coûtent-elles si cher? On peut tous lire l'heure sur nos smartphones, alors d'où naît le besoin pour une montre? Si vous cherchez sur Google ou sur ChatGPT, la seule réponse que vous trouverez est que vous payez le prix de la qualité. Mais la vérité, c'est qu'au-delà de la qualité, le prix de la Rolex reflète son symbole. Une Rolex n'est pas simplement un objet technique, c'est un objet de désir. En économie, on parle d'effet Veblen, un bien dont la demande augmente avec le prix justement parce qu'il est cher. Rolex profite pleinement de cet effet. Plus un modèle est cher, plus elle est convoitée, plus elle devient difficile à obtenir. Que vous soyez un rappeur new-yorkais ou un aristocrate anglais, la Rolex évoque la même chose, le statut. John Kennedy, Winston Churchill, Steve McQueen, Elvis Presley, Martin Luther King avaient tous un point commun, ils portaient une Rolex. Rolex est aussi le chronomètre officiel de Wimbledon et de la Formule 1. L'un de ses ambassadeurs les plus mythiques, Roger Federer, est payé plus de 8 millions de $ par an pour arborer sa Rolex. Bien sûr, il n'y a pas que le marketing. Les matériaux de la montre sont de qualité et rigoureusement testés. Le travail manuel nécessaire à la production est rare et précieux, tout comme le salaire qui va avec. Mais ce qu'on achète avant tout, c'est l'histoire de la marque. Et maintenant, vous la connaissez. Et si vous vous demandez ce que tout cela signifie pour vos finances personnelles, sachez qu'un modèle Rolex bien choisi et bien entretenu peut être un bon investissement. Certains modèles ont largement surperformé le CAC 40 ou encore l'Eurostoxx 50 sur les 5 dernières années. Le prix d'une Lady Datejust ou d'une Day-Date a par exemple bondi de près de 60% sur cette période. En comparaison, le CAC 40, lui, n'a progressé que de 52%. D'ailleurs, si vous possédez des montres, vous pouvez les suivre directement sur Finari. Finari va estimer la valeur de votre montre et va la faire évoluer à mesure que le marché bouge. Quoi qu'il en soit, c'est cette dynamique qui attire les investisseurs. Mais attention, Rolex lutte contre la revente immédiate en surveillant les acheteurs et en sanctionnant les détaillants Rolexistes. La marque défend une vision patrimoniale. Une montre Rolex doit être achetée pour être portée, transmise, vécue. Elle n'est pas faite pour être revendue en ligne instantanément. Ses parents agriculteurs ne parlaient pas français, mais il tiendra tête à Bernard Arnault, le loup de Cachemire. Les moqueries l'ont forcé à quitter l'école dès 16 ans, alors il se vengera et deviendra l'un des Français les plus riches du monde. À la tête de Kering, le patrimoine de sa famille est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, cet empire vacille. Alors comment un fils de paysan sans diplôme est-il devenu l'un des entrepreneurs les plus brillants de notre époque? Laissez-moi vous conter l'histoire de François Pinault.